En l'espace de quelques jours, la crise du Covid-19 a pris une nouvelle dimension et a profondément changé de nature au plan économique. Elle pouvait apparaître, dans les premiers temps de la propagation, comme un choc asymétrique, dont l'épicentre était en Asie, Chine, Corée, avec l'Italie comme foyer secondaire. La réflexion sur l'impact s'engageait alors sur les risques de rupture d'approvisionnement en amont des chaînes de production dépendant de la sous-traitance chinoise ou italienne, et sur les retombées secondaires sur la demande mondiale de la brusque embolie de la croissance chinoise. Elle pouvait prendre en compte également l'effet secondaire amortisseur des mesures de soutien monétaire et budgétaire et de la chute du prix du pétrole et des produits de base. À ce stade, les estimations portaient sur quelques dixièmes de points de croissance, avec une forte probabilité de rattrapage en V au second semestre. Tout cela est déjà caduc, et les entreprises doivent se préparer maintenant à un choc de premier ordre qui peut mettre en péril leur trésorerie et leur survie pour certaines. Regardons pour le comprendre les courbes de propagation de la maladie. Elles n'ont rien d'exact, on le sait. Elles dépendent de la transparence des autorités, de la pratique du dépistage, du délai de détection de la maladie qui varie d'un pays à l'autre. À ce stade, personne dans la communauté scientifique ne se risque à estimer l'ampleur et la date à laquelle un pic sera atteint. Mais ces courbes nous disent déjà quelque chose. Nous ne sommes qu'au tout début de la pandémie. Les courbes dans les pays occidentaux n'ayant pris leur trajectoire exponentielle que depuis quelques jours. Les chiffres varient beaucoup en niveau d'un pays à l'autre, mais ces écarts ne traduisent que des décalages de quelques jours dans la propagation. Et partout maintenant, le nombre de malades progresse avec des taux de croissance à 2 chiffres. Et surtout, fait décisif, les États-Unis sont pris inexorablement dans ce mouvement exponentiel, même si ce pays n'a pas pris encore toute l'ampleur du phénomène, faute de tests et de mobilisation précoce. Seuls 2 pays ont réussi à ce jour à endiguer la progression de la maladie grâce à des mesures drastiques de confinement et de limitation de la mobilité, d'arrêt des sites de production pour la Chine, grâce à une politique de dépistage, d'information, de traçage des déplacements qui n'a pas d'équivalent ailleurs pour la Corée. Et même en Italie, où les mesures coercitives de confinement et de restriction de la mobilité et du regroupement sont les plus fortes, la dynamique commence à s'infléchir. États-Unis ou Espagne, qui ont tardé à réagir, sont aujourd'hui sur des pentes de croissance très supérieures à celles des autres pays. Il va falloir compter dans les prochains jours avec l'emballement des statistiques américaines et avec un fort risque de second coup de semonce sur les bourses occidentales. Cela signifie une chose simple, tous les pays à brève échéance, vont basculer sur des mesures de limitation de la mobilité et des regroupements extrêmement contraignantes. Les pays devraient cependant essayer de sanctuariser la production, contrairement à ce qu'ont fait les Chinois. Ce qui signifie aussi que le freinage de l'épidémie ne sera pas le même en Occident qu'en Asie et que le pic devrait être beaucoup plus élevé et décalé dans le temps. Cela change tout. Nous sommes passés d'un choc asymétrique à un choc symétrique qui altère la dynamique de la demande et de la production de tous les pays de façon simultanée. Ce type de choc synchrone a une portée en termes d'effet multiplicateur beaucoup plus puissant qu'un choc localisé. Nous ne sommes plus sur quelques dixièmes de points de croissance. 2, la question des ruptures techniques de certaines chaînes de production est devenue de deuxième ordre. Nous sommes confrontés à un choc d'offres et de demandes brutal qui transite par de multiples canaux. Côté offre, la soudaineté a pour premier effet de dégrader brutalement les marges et la trésorerie des entreprises. À cela s'ajoute le coup de frein brutal de quelques secteurs massivement impactés, les transports, le tourisme, l'hôtellerie-restauration et toute l'industrie culturelle ou récréative, comme on dit. Tout cela sera aggravé par le contingentement de la force de travail et les mesures de quarantaine. Côté demande, c'est d'abord le gel des dépenses d'investissement et d'embauche pour les entreprises. Et ce sont ensuite des destructions d'emplois rapides dans les secteurs à emploi précaire qui sont en première ligne.
hôtellerie-restauration, tourisme, secteur récréatif, etc. Ce sont aussi les comportements d'ajournement des gros achats par les ménages. Et ce sont enfin les retombées du ralentissement du commerce mondial pour les entreprises exportatrices. Si l'on prend la mesure du poids des secteurs qui sont en première ligne du choc, les services mis à l'arrêt, plus les industries les plus exposées, automobiles et biens d'équipement notamment, c'est près de 10% de la valeur ajoutée qui est exposée à des baisses d'activité à 2 chiffres. Si l'on prend le poids des secteurs certes amortisseurs, mais dont l'activité est indexée sur le ralentissement général de la demande, lié au comportement de précaution des ménages et des entreprises, services aux entreprises, commerce, construction, utilities, plus de 30% de la valeur ajoutée est concernée. Reste, il ne faut pas l'omettre, le socle stabilisateur des secteurs qui s'adressent à des besoins structurels incompressibles. Administration, santé, éducation, agriculture, IAA, etc. Et là, heureusement, c'est près de la moitié de l'économie qui joue ce rôle socle et garantit une certaine résilience. Reste que face à la gravité de ce choc, au risque de faillite et à la dégradation induite des bilans bancaires et publics, au temps de restauration des trésoreries, au changement durable de comportement de mobilité, le scénario en V est possible, mais il est loin d'être certain.